Je m'appelle Julien, j'ai 42 ans, et pendant les 10 dernières années, je pensais avoir un mariage solide. Je travaille comme chauffeur routier, l'un de ces types que vous voyez conduire des poids lourds à travers toute la France et l'Europe, transportant de tout, de la nourriture aux meubles. Ce n'est pas un métier facile, mais ça paie les factures. Et pendant longtemps, j'ai cru que je le faisais pour les bonnes raisons. Ma femme Céline et moi avions construit une vie ensemble. Nous avions une entente, un partenariat, ou du moins c'est ce que je croyais. Je l'aimais sincèrement, et je croyais qu'elle m'aimait aussi. Dès le départ, nous étions d'accord sur le fait que nous ne voulions pas d'enfants. Ce n'était pas quelque chose que nous désirions, ni l'un ni l'autre, et cela nous convenait parfaitement. Nous avions notre propre rythme, notre propre façon de faire les choses. Je faisais de longues heures de route, et elle s'occupait du foyer à la maison. C'était notre arrangement. Je ne vais pas mentir, le métier de routier est dur. Vous êtes toujours en déplacement, vous devez faire face à de longues nuits, des horaires imprévisibles, et vous avez à peine le temps de reprendre votre souffle avant la prochaine livraison. Parfois, je prévoyais d'être à la maison pour le week-end, mais un fret de dernière minute tombait, repoussant mon retour d'un jour ou deux. C'était comme ça, tout simplement. Mais peu importe à quel point le travail devenait épuisant, je m'assurais toujours de rentrer à la maison dès que je le pouvais. Parce que pour moi, le mariage ne se résumait pas à gagner de l'argent et à payer les factures. Il s'agissait d'être là, d'être présent. Peu importe à quel point j'étais fatigué, je voulais être à la maison avec Céline. C'était ma vision de ce que devait être un mariage. Et pendant longtemps, j'ai cru que nous étions sur la même longueur d'onde. Il s'avère que j'avais tort. Je me souviens du moment où j'ai réalisé que quelque chose avait changé entre Céline et moi. Nous étions mariés depuis 7 ans à ce moment-là. Et pendant la majeure partie de notre mariage, les choses semblaient stables. Nous n'étions pas le couple le plus passionné du monde. Mais nous avions un rythme. Quand je rentrais de mes longs trajets, je pouvais toujours compter sur elle pour m'accueillir avec un câlin, un baiser, et au moins un peu d'enthousiasme à l'idée que je sois de retour. Mais ensuite, quelque chose a basculé. La première chose que j'ai remarquée, c'est qu'elle a cessé de prendre la moindre initiative intime. Avant, elle flirtait, faisait de petites blagues, ou me serrait simplement contre elle pendant que nous regardions la télé. Mais ça s'est arrêté. Au début, j'ai pensé qu'elle était peut-être fatiguée ou stressée. Je comprends. La vie peut être épuisante, mais ce n'était pas juste une mauvaise semaine ou un mois difficile. C'est devenu la nouvelle norme. Si je ne faisais pas le premier pas, rien ne se passait. Et même quand je le faisais, j'ai commencé à avoir l'impression qu'elle faisait les choses machinalement, comme si elle le faisait parce qu'elle le devait, et non parce qu'elle en avait envie. Ensuite, il y a eu les textos. Quand j'étais sur la route, nous nous envoyions tout le temps des messages, juste des petites choses, pour me demander comment se passait mon trajet. Mais soudain, ces réponses sont devenues plus courtes et moins fréquentes. J'envoyais un message et des heures s'écoulaient avant que je ne reçoive une réponse, si tant est que j'en reçoive une. Et quand elle répondait, c'était souvent juste un simple OK ou ouais. Aucune question pour relancer, aucune curiosité sur ma journée. C'était comme si elle s'éloignait lentement. Au début, je me suis dit, les gens s'installent dans une routine confortable dans les relations, n'est-ce pas? Mais avec le temps, je ne pouvais plus ignorer ce schéma. Toute notre relation était devenue à sens unique. J'étais toujours celui qui tendait la main, qui faisait des projets, qui essayait de maintenir la flamme. Si je ne lançais pas une conversation, nous n'en avions pas. Si je ne suggérais pas de passer du temps ensemble, nous ne faisions que coexister dans le même espace, comme deux colocataires distants au lieu d'un couple marié. J'ai continué à espérer que les choses s'arrangeraient, mais les mois se sont transformés en années, et la distance entre nous n'a fait que grandir. Je ne voulais pas m'avouer que je me sentais plus seul dans mon mariage que je ne l'avais jamais été sur la route. Une nuit, j'étais vidé après un long trajet. Être routier n'est pas juste un travail, c'est un mode de vie. Certains jours, je pense que je serai à la maison le soir, et puis une course de dernière minute arrive, payant juste assez pour me faire dire oui. C'est exactement ce qui s'était passé. Je pensais être de retour en un jour, mais 2 jours se sont transformés en 3. Quand je suis enfin rentré à la maison, tout ce que je voulais, c'était une douche, un bon repas et une bonne nuit de sommeil. Je n'ai même pas pris la peine d'envoyer un texto à Céline pour lui dire que je rentrais. Elle était habituée à mon emploi du temps imprévisible. En franchissant la porte, j'ai remarqué que la maison était silencieuse, à l'exception d'une voix faible venant de la véranda à l'arrière.
Céline était au téléphone. Elle aurait pu parler à sa sœur ou à l'une de ses amies. J'ai enlevé mes chaussures de sécurité et je me suis dirigé vers la cuisine, attrapant un verre dans le placard et le remplissant d'eau. J'étais tellement concentré sur le fait de me rafraîchir la gorge que je n'ai presque pas enregistré les mots au début. Mais en marchant vers la chambre, qui se trouvait à quelques mètres de la véranda, j'ai pu entendre sa voix plus clairement. Je ne le supporte plus. Je ne sais même pas pourquoi je suis encore là. Je me suis arrêté net. Mon cerveau s'efforçait de donner un sens à ce que je venais d'entendre. Parlait-elle de moi? Non, ce n'était pas possible. Et puis, je l'ai entendu soupirer, une pause. La personne à l'autre bout du fil a dit quelque chose que je n'ai pas pu déchiffrer. Et puis elle a repris la parole, sa voix claire comme de l'éau de roche. Il est juste trop pratique. Le quitter demanderait trop d'efforts. Je ne l'aime plus depuis des années. Je ne saurais décrire avec des mots ce que j'ai ressenti à ce moment-là. J'avais passé plus d'une décennie à croire que j'avais une partenaire, quelqu'un qui m'aimait, même si les choses n'étaient pas parfaites. J'avais sacrifié mon sommeil, mon temps et mon confort pour m'assurer que nous ayons une belle vie. Et pourtant, selon ses propres mots, je n'étais rien de plus qu'une obligation, une commodité, quelqu'un qu'elle ne pouvait même pas supporter. Je suis entré dans la chambre et me suis dirigé vers le lit, m'asseyant sur le bord et fixant le sol. Mes mains reposaient sur mes genoux, mais je n'étais pas vraiment là. J'étais perdu dans mes pensées. Avait-elle fait semblant pendant tout ce temps? Mon esprit repassait en boucle nos années passées ensemble, essayant de repérer le moment où tout avait basculé. Étais-je aveugle? Ou était-elle simplement douée pour jouer la comédie? Plus j'y pensais, plus je réalisais que je n'avais aucune idée de la personne avec qui j'étais marié. Je suis resté assis là sans savoir combien de temps j'ai gardé cette position. Cela aurait pu être des minutes, cela aurait pu être des heures. Le temps ne semblait plus réel. Puis la porte de la chambre a grincé. Céline est entrée, ses yeux s'écarquillant à l'instant où elle m'a vu, avant de forcer une expression détendue sur son visage. « Oh, je ne t'ai pas entendu rentrer », a-t-elle dit. Elle savait. Elle ne savait peut-être pas exactement ce que j'avais entendu, mais elle savait que j'avais entendu quelque chose. Je n'ai pas dit un mot. J'ai juste hoché la tête parce que je ne me faisais pas confiance pour parler. Je n'avais rien à dire qui ne sortirait pas comme une plainte brisée ou comme de la rage pure. Je l'ai regardée hésiter, se tenant là comme si elle voulait en dire plus. Sans un autre regard dans sa direction, je me suis levé du lit et j'ai marmonné quelque chose sur le fait de prendre une douche. Je n'ai pas attendu de réponse. Je suis allé directement dans la salle de bain, j'ai verrouillé la porte derrière moi et j'ai fait couler les eaux. Je suis resté sous le jet, laissant les eaux chaudes frapper ma peau, mais cela n'a rien fait pour lâcher l'étau qui serrait ma poitrine. Je ne sais pas combien de temps je suis resté là-dedans. Peut-être 10 minutes, peut-être 1 heure. Mais quand je suis finalement sorti, je ne l'ai pas rejointe dans la chambre. Je ne voulais pas de ces tentatives de conversation banale, ou pire, de son silence. Alors, je suis allé dans le salon, j'ai allumé la télé, et je suis resté assis là à fixer l'écran sans vraiment le regarder. Normalement, je rentrais à la maison avec une anecdote ou deux, un truc drôle de la route, quelque chose de bizarre que j'avais vu sur une aire de repos. J'avais toujours quelque chose à dire, mais ce soir-là, je n'avais rien. Et Céline non plus. Elle n'a posé aucune question. Au moment où je suis finalement allé me coucher, elle dormait déjà. Je suis resté allongé là toute la nuit, fixant le plafond, me demandant si c'était vraiment ce qu'elle ressentait. Alors, qu'est-ce ce que je faisais encore ici? Au moment où les premières lueurs du matin se sont glissées par la fenêtre, ma décision était claire. J'allais tout simplement partir. Je me suis levé sans faire de bruit, me déplaçant dans la maison comme un fantôme. Je n'ai pris que ce qui comptait, quelques effets personnels. Tout le reste, ça n'avait aucune importance. Je n'avais plus envie de prendre des choses qui me liaient à cet endroit. Je n'ai pas laissé de mots. Au moment où j'ai franchi la porte de la maison pour me retrouver dans l'air frais du petit matin, je ne savais pas ce qui m'attendait. Et honnêtement, je m'en fichais. Je savais juste que quoi qu'il arrive ensuite, ce devait être mieux que d'être avec quelqu'un qui restait avec moi par paresse. Céline voulait une vie facile. Eh bien, maintenant elle l'avait. Je savais que Céline ne se douterait de rien tout de suite. Mon travail m'avait toujours rendu imprévisible. Je pouvais partir pour un jour et finalement être absent pendant une semaine s'il y avait des retards ou des livraisons de dernière minute. Elle y était habituée.
Normalement, si je partais pendant qu'elle dormait, je lui envoyais un texto le matin ou je l'appelais plus tard dans la journée pour prendre des nouvelles. Mais cette fois, il n'y avait aucune raison de le faire. Avant de quitter la ville, j'ai fait un arrêt à la banque et j'ai retiré autant d'argent liquide que possible sans éveiller les soupçons. J'ai sorti mon téléphone, j'ai retiré la carte SIM, et je l'ai cassée en deux. Ce petit bout de plastique était le seul lien direct qu'elle avait avec moi. Et maintenant, il n'existait plus. Pas d'appel, pas de texto, pas d'explication. Je savais qu'elle finirait par essayer de me retrouver, mais je savais aussi que ce ne serait pas facile. Les routiers ne sont pas comme les employés de bureau aux 35 heures. Nous ne restons pas au même endroit, et la plupart des gars avec qui je travaillais étaient tout aussi difficiles à localiser. Même si elle posait des questions autour d'elle, personne ne serait en mesure de lui donner une réponse précise. Peut-être que j'étais parti dans le nord. Peut-être que j'avais changé d'entreprise. Peut-être que j'étais encore sur la route quelque part. Ce serait une impasse. Avec mon téléphone hors d'usage et mes liens coupés, j'ai conduit jusqu'à ce que l'autoroute s'étende devant moi. Aucune destination en tête, juste la distance. J'ai atterri dans un petit village de El Ardèche, un de ces endroits où les gens se mêlent de leurs affaires et ne posent pas trop de questions. C'était parfait. Personne ne me connaissait. Personne n'attendait rien de moi. J'étais juste un homme qui prenait un nouveau départ. Au cours des mois suivants, je m'attendais à ressentir une sorte de regret ou même de culpabilité d'avoir abandonné mon mariage de cette façon. Mais alors que les jours se transformaient en semaines et les semaines en mois, j'ai réalisé que Céline ne me manquait pas. J'ai compris que le silence n'était pas de la solitude. C'était la paix. J'ai pris des petits boulots, pas parce que j'en avais besoin, mais parce que je le pouvais. Certains jours, je travaillais dans un garage automobile local, aidant à réparer des camions comme ceux que je conduisais autrefois. D'autres jours, je faisais du jardinage pour des personnes âgées qui me payaient avec de bons petits plats maison traditionnels au lieu d'argent comptant. Ce n'était pas pour l'argent. J'avais assez d'économies pour m'en sortir. C'était pour faire quelque chose pour moi-même, quelque chose qui ne ressemblait pas à un devoir ou à une obligation. Pour une fois, je ne m'épuisais pas à la tâche juste pour assurer le confort de quelqu'un d'autre. Je vivais selon mes propres règles. Et puis il y avait les gens. Dans mon ancienne vie, mes seules véritables interactions sociales se faisaient avec d'autres routiers sur les aires de repos ou lors des conversations banales que Céline avait la patience d'entretenir. Mais ici j'ai rencontré de vrais amis. Des gars qui se fichaient de savoir d'où je venais, qui ne me posaient pas de questions sur mon passé à moins que j'aie envie de le partager. On s'asseyait après le travail pour boire des bières pression bon marché et avoir des conversations normales sur la vie, le travail, et les meilleurs bistrots du coin pour manger un bon steak frites. Des choses simples. Mais des choses qui m'avaient manqué depuis si longtemps sans même que je m'en rende compte. Le meilleur dans tout ça, c'est que je n'avais aucune obligation, aucune attente, personne pour attendre que je donne signe de vie, personne pour compter les jours jusqu'à mon retour à la maison. Si j'avais envie de faire un voyage en voiture, je le faisais. Si j'avais envie de faire la grasse matinée, je la faisais. Chaque chose que je faisais, c'était parce que j'en avais envie, et non parce que je le devais. Et c'était un genre de liberté que je n'avais jamais connu auparavant. Je ne pensais jamais avoir de nouvelles de Céline à nouveau. Après avoir disparu pendant un an, j'avais construit une nouvelle vie. Une vie où je ne me réveillais pas en me sentant comme un fardeau dans ma propre maison. À ce jour, je ne sais toujours pas comment. A-t-elle retrouvé de vieux collègues routiers ou a-t-elle engagé quelqu'un? Qui sait? Mais un après-midi, mon téléphone a sonné avec un numéro que je ne reconnaissais pas. J'ai répondu par habitude, et à l'instant où j'ai entendu sa voix, mon estomac s'est noué. Julien, c'est moi. Je n'ai rien dit au début. Qui avait-il à dire? Mais elle a continué à parler, la voix tremblante, comme si elle avait répété cette conversation 100 fois. Elle m'a dit qu'elle ne pensait pas du tout ce qu'elle avait dit ce soir-là, qu'elle évacuait juste sa frustration et qu'elle ne savait pas comment l'exprimer. Elle a même eu le culot de dire qu'elle m'aimait encore. Mais j'avais passé une année entière à rejouer ces mots dans ma tête, et je connaissais la vérité. Elle n'évacuait pas sa frustration. Elle avait été sincère. Elle ne s'attendait juste pas à ce que je l'entende. Au début, je l'ai ignorée. J'ai bloqué son numéro sans dire un mot. Mais elle ne s'est pas arrêtée. Elle a utilisé différents numéros pour envoyer de longs textos émouvants, des messages remplis d'excuses, de promesses, de regrets. Elle a écrit à quel point la maison semblait vide sans moi, comment elle n'arrivait pas à dormir la nuit,
comment elle avait fait une terrible erreur. Elle a même essayé de me faire culpabiliser, disant que je l'avais blessée en partant. Que j'aurais dû lui donner une chance de s'expliquer, que nous pouvions arranger les choses, mais il n'y avait rien à arranger. J'ai vu clair à travers son désespoir. Elle n'était pas désolée pour ce qu'elle avait dit. Elle était désolée des conséquences. Elle pensait que je serais toujours là, peu importe le peu d'efforts qu'elle mettait dans notre mariage. Quand je suis finalement parti, ce n'est pas l'amour qui l'a poussée à me courir après. C'est la prise de conscience qu'elle avait perdu son filet de sécurité. Finalement, je lui ai donné ce qu'elle voulait, une réponse. Mais pas celle qu'elle espérait. Je vais revenir, lui ai-je dit. Mais pas pour toi. Je reviens pour mettre officiellement fin au mariage. Le silence. Pour la première fois dans tous ces messages, tous ces appels, elle n'avait rien à dire. Et honnêtement, je m'en fichais. En y repensant, je n'aurais jamais cru être le genre d'homme à disparaître du jour au lendemain. Ce n'était pas le plan. Quand je suis parti, je n'essayais pas de m'évanouir dans la nature pour toujours. Je voulais juste qu'elle comprenne ce que ça faisait de perdre quelqu'un. Je voulais qu'elle se réveille un jour et qu'elle réalise que je n'étais pas juste un accessoire pratique dans sa vie, comme un meuble qu'elle ne remarquait jamais jusqu'à ce qu'il ne soit plus là. Mais plus je restais éloigné, plus je réalisais quelque chose. Elle ne me manquait pas. Pas même un peu. Et si elle ne me manquait pas, à quoi bon y retourner? Je vois maintenant que les signes étaient là depuis le début. La façon dont elle avait arrêté de m'envoyer des textos quand j'étais sur la route. La façon dont elle ne me touchait que si c'était moi qui prenais l'initiative. Pendant des années, je me suis dit que c'était juste une mauvaise passe, quelque chose que tous les couples traversent. Mais la vérité c'est que j'étais juste pratique pour elle. Je payais les factures. Je lui offrais de la stabilité. Mais l'amour, ça, c'était mort depuis longtemps. Et j'étais trop aveugle ou trop plein d'espoir pour le voir. S'il y a une chose que j'ai apprise de tout ce gâchis, c'est que la commodité n'est pas de l'amour. Être toléré n'est pas la même chose qu'être chéri. Si quelqu'un n'est avec vous que parce que vous quittez demanderait trop d'efforts, alors ce n'est pas votre partenaire. C'est juste une personne qui se trouve partager votre espace. Et si vous en arrivez un jour au point où vous avez l'impression de devoir supplier pour obtenir des efforts, vous avez déjà perdu. Autre chose, si quelqu'un ne vous valorise pas, partez. Ne vous disputez pas. Ne vous expliquez pas, partez, tout simplement. Si cette personne tenait à vous, vous n'auriez pas eu à vous battre pour attirer son attention en premier lieu. Et croyez-moi, une fois que vous aurez enfin tourné le dos, vous réaliserez à quel point cette paix vous manquait. Et la plus grande leçon de toutes, n'ignorez jamais les signes avant-coureurs. Si vous ne vous sentez pas désiré, vous ne l'êtes probablement pas. Si vous vous demandez constamment si quelqu'un vous aime encore, vous avez déjà votre réponse. J'ai vu les signes pendant des années et je les ai ignorés parce que je voulais croire en la version d'elle dont j'étais tombé amoureux. Mais cette version avait disparu et, à la fin, j'ai dû accepter la vérité, peu importe à quel point ça faisait mal.